Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire personnelle. Tout commence par ma mère, qui nous donne une vie de famille confortable, équilibrée, mais elle est obèse. J'en souffre parce que ma mère souffre de ces complications. Pourquoi je vous raconte aujourd'hui? Parce que dans le monde, il y a millions de mères, pères et enfants qui souffrent de l'obésité. Je me souviens bien la phrase de ma mère. Elle disait « Kam khati hoon, moti kyun hoon ?» Pourquoi je suis obèse? Je ne mange pas plus que vous. Moi, je n'avais pas la réponse. Cette phrase résonne encore dans ma tête. Pourquoi ma mère était obèse? Pourquoi je vous raconte cette histoire personnelle? Parce que dans le monde, il y a plus de 1,9 milliard de personnes qui sont en surpoids ou obèses. Il y a plus de 777 millions d'obèses qui nécessitent d'un traitement médical ou chirurgical. L'obésité ne touche pas seulement l'adulte. Les enfants sont aussi concernés. Dans le monde, nous avons plus de 48 millions d'enfants de moins de 5 ans qui sont obèses. En France, on avait une incidence de 10% en 2010, et puis en 2020, on constate une incidence de 18%. La Ligue contre l'obésité en France propose son rapport le 30 juin cette année et dit qu'un Français sur 6 est obèse. Et si on ne réagit pas, d'ici 2030, un Français sur 2 serait obèse. Vous voyez, c'est un fléau mondial. Non seulement les pays en voie de développement, mais aussi les pays industrialisés sont touchés par cette fléau mondial. C'est une catastrophe de la santé dans le monde entier. L'obésité est responsable de certaines pathologies, par exemple l'hypertension artérielle, l'arthrose, l'athérosclérose ou bien le diabète de type 2. Je le connais bien parce que ma mère souffre. Cette situation était insupportable pour moi. Un enfant dans un petit village, perdu quelque part en Inde, chouchouté par les parents, entouré par 4 sœurs, sans réponse, sans répondre. En vain. J'ai grandi, j'ai continué mes études supérieures, j'ai quitté l'Inde, je vais au Mexique, aux États-Unis, et puis j'arrive en France. Je commence ma carrière en tant qu'enseignant-chercheur. Et puis en 2005, je constate qu'une équipe dijonnaise propose qu'il existerait une 6e saveur qui est le goût de gras. Je collabore avec cette équipe. J'améliore le thème de recherche que je dirige actuellement, comme une équipe de l'INSERM. Et puis, on commence des études pour pouvoir approfondir les mécanismes de l'obésité. Parce qu'il y avait quelque chose dans mon cœur qui me disait non, je dois avoir une solution. Mais l'expérience la plus spectaculaire que j'ai pu faire dans ma vie, c'était sur le rat de sable. J'ai bien dit le rat de sable. Cet animal vit dans le sable au sud d'Algérie, dans la partie désertique du Sahara. Cet animal vit dans un no man's land. Il n'y a ni eau, ni nourriture. Comment vit-il? Comment mange-t-il? Est-il possible de survivre dans un milieu assez hostile? Alors cet animal quitte son terrier tous les matins, récupère les tiges d'une plante dont les feuilles contiennent de l'eau, les ramasse, les amène dans son terrier, les mange et dort. Donc sa vie est très simple, manger et dormir. Moi, je voudrais avoir cette vie, y compris vous-même. Ce n'est pas possible. Mais ce qui était surprenant dans cette histoire, lorsque cet animal est transféré de son biotope vers un laboratoire,
il devient obèse et puis diabétique. Je dis merci au rat de sable. Parce que ce modèle nous a permis de mieux comprendre la pathologie du diabète et de l'obésité. Et puis, c'est qu'on constate que lorsqu'on lui propose 2 biberons avec ou sans lipides, alors il se précipite vers le biberon qui contient des lipides alimentaires. Il boit tellement que dans une semaine, il meurt. Ce qui est intéressant de noter ici, que cet animal qui n'était pas en contact avec de l'eau, mais il a une attirance pour le corps gras. Il aime les lipides. Ce qu'on peut dire que la modalité de la perception orosensorielle des lipides est conservée au cours de l'évolution phylogénétique. Ou bien, cet animal en cachette a gardé les gènes qui codent pour le goût de gras. C'était très intéressant de savoir. Et puis, on continue nos expériences et on pense, que se passe-t-il chez l'homme? Où nous en sommes? Je croise une étude qui a été publiée en 1982 par une équipe américaine, Eisenbaum et Smart. Ces 2 chercheurs ont effectué une expérience sur les nouveau-nés. Ne faites pas ça à la maison, s'il vous plaît. Ce qu'ils font, ils proposent aux bébés des biberons de lait avec les lipides, et puis ils les remplacent un peu plus tard par les biberons de lait sans lipides. Alors, qu'est-ce qu'ils constatent? Qu'après un certain temps, les nouveau-nés refusent d'être allaités par les biberons carents en lipides. Et ils concluent que la préférence pour le corps gras est innée chez l'homme. Ou bien on peut dire que les mécanismes d'apprentissage alimentaire se mettent en place dès la naissance, et jusqu'à l'âge de 7-8 ans. Et ça continue, et puis la mémoire gustative est stockée dans différentes parties du cerveau pour être utilisée ultérieurement. Donc, il y a 2 conclusions. L'homme a une qualité intrinsèque pour détecter les lipides, et un animal obèse préfère le corps gras. Nous en sommes encore en ce qui concerne l'homme obèse. Nous avons réalisé les expériences au travers de collaborations financées par le ministère des Affaires étrangères, et nous avons travaillé sur la population algérienne, marocaine, et puis tunisienne, aussi en République tchèque, en France. Nous avons recruté les enfants, les adolescents, les adultes, obèses et non obèses, pour pouvoir tirer une conclusion sur cette association obésité et la perception des lipides. Nous avons réalisé un test très simple. On dit le test triangulaire. On peut faire encore à la maison. Ça, c'est possible. Vous prenez 3 gobelets et vous remplissez de l'eau. Et dans un des 3, vous ajoutez un petit peu de lipides ou l'huile d'olive. Vous demandez aux volontaires de les goûter un par un et puis d'identifier un gobelet qui contient des lipides ou un goût différent. Comme ça, vous pourrez déterminer le seuil de détection. C'est qu'on constate que chez les personnes obèses, d'une manière surprenante, il y a une baisse de la perception orosensorielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Une personne obèse, lorsqu'elle mange son repas ou un cheeseburger, il y a moins de sensations au niveau des papilles gustatives. Donc, moins de plaisir. Donc, ceci va conduire à augmenter le comportement alimentaire lipidique. Donc, la consommation de lipides. Nous avons aussi démontré que cette baisse de la perception orosensorielle a été inversement corrélée à l'ingestion de lipides, voire l'obésité. Donc, il y a une association ou une interaction entre l'obésité et la prise alimentaire lipidique. Et puis, nous avons proposé que ce mécanisme est associé par les gènes, ou bien contrôlé par les gènes. Comme khati hoon, moti kyun hoon, j'ai la réponse pour ma mère. Ma mère souffre de l'obésité génétique.
elle était prédisposée pour être obèse, condamnée pour être obèse. Il y a plusieurs personnes dans la salle ou à l'extérieur dans la vie quotidienne, vous avez de constater qu'il y a des personnes obèses. Ce n'est pas parce qu'ils ont choisi d'être obèses ou non, parce que nous sommes les esclaves de notre carte génétique. Ce sont les gènes qui déterminent notre existence, obèse ou non obèse. Il ne faut pas culpabiliser les obèses. Ou bien les obèses ne doivent pas se culpabiliser. C'est la vie, c'est comme ça, c'est ainsi. On ne choisit pas. Donc, quels sont ces gènes? On les a identifiés. Et puis, par la suite, on a cherché les récepteurs gustatifs qui sont codés par ces gènes. On propose, au travers de différentes expériences scientifiques, qu'il y aurait 2 récepteurs. Le premier récepteur s'appelle le CD36, qui joue un rôle dans la détection. Par exemple, lorsque vous mangez un croissant le matin, un chorizo midi ou une pizza le soir, et vous dites « c'est bon », c'est le CD36. Nous avons démontré d'une manière claire et catégorique que tous les matins, tous les midis, tous les soirs, cet récepteur augmente dans les pépites gustatives et informe le cerveau sur l'arrivée des lipides lors de la mastication. Donc, le comportement alimentaire continue. Vous mangez un croissant et je vous dis, vous voulez encore? Si vous voulez, pourquoi pas? Non, ce n'est pas moi. Vous avez envie de manger encore un autre croissant. C'est parce qu'il y a un deuxième récepteur. Le deuxième récepteur s'appelle GPR120, qui limite, c'est-à-dire diminue ou renforce notre comportement alimentaire. C'est le plaisir qu'on procure lors de la mastication. Vous avez un repas qui n'est pas savoureux, GPR120 exerce un contrôle, arrêtons, ce n'est pas bon. Si vous avez une pizza quattro formaggio, délicieux. Alors, GPR120 dit, continuez, c'est très savoureux. Donc, nous démontrons qu'il y a 2 récepteurs. Comme dans l'armée, il y a 2 groupes de soldats. Le premier groupe dit informateur, qui cherche la cible de l'ennemi pour pouvoir attaquer, et le deuxième groupe dit renfort arrive pour détruire l'ennemi. Ces 2 récepteurs ont 2 rôles complémentaires, mais différents, dans la modulation de prise alimentaire. Par la suite, nous avons démontré que ces récepteurs informent le cerveau qui communique avec l'intestin pour libérer les hormones de satiété qui, à leur tour, diminuent le comportement alimentaire. Donc, il s'agirait de l'activation de l'axe, langue, cerveau, intestin. Lorsque vous mangez quelque chose de salé, sucré, amer, vous avez toujours l'activation de cette partie triangulaire, langue, cerveau, intestin. Et puis, nous avons démontré que chez les obèses, il y a une baisse de sensibilité. Donc, le CD36 a diminué. Donc, il y a moins de communication vers l'intestin, moins d'hormones de satiété, donc pas de rassasiement, vous allez manger de plus en plus. C'est pourquoi une personne obèse devient de plus en plus obèse. Alors, que faire pour combattre cette, dirais-je, catastrophe sanitaire, l'obésité? On a découvert les mécanismes, on démontre pour la première fois que les récepteurs gustatifs sont mis à jour, mais il faut trouver une solution, un remède pour diminuer l'obésité. Parce que la phrase de ma mère reste toujours dans la tête. J'imagine la souffrance de ma mère. Et la phrase, je ne dois pas tout raconter, mais j'en étais persuadé que ma mère mange avant ou après le repas. Et ce n'était pas vrai. Pourquoi cette sensibilité a été modifiée? Quels sont les gènes? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ainsi, nous avons avancé une hypothèse inédite et un concept qui nous permet de réfléchir, de dire qu'on peut synthétiser
les analogues des lipides qui joueront un rôle comme faux lipides qui vont mimer le goût de gras qui n'apporteront pas de calories et qui vont faire croire le cerveau les lipides arrivent. En quelque sorte, ce sont les trompeurs de goût de gras qui vont se fixer sur les récepteurs dans la bouche et vont déclencher le plaisir par le cerveau. Ça arrive dans la vie quotidienne, vous avez dû voir. Lorsque vous jouez un match vidéo, vous gagnez, vous tuez l'ennemi et vous êtes heureux. En fait, c'est la même situation. Le jeu vidéo est virtuel, mais le plaisir est réel. Ça a été démontré que la dopamine est libérée lors d'un jeu vidéo. C'est la même chose qu'on pense, on peut avoir des molécules trompeurs ou trompeuses de goût de gras. En effet, nous avons synthétisé un certain nombre de molécules. Nous avons déposé 2 brevets qui sont valables en Europe et aux États-Unis. Et au travers de ces brevets, nous démontrons pour la première fois que ces analogues, en se fixant sur les récepteurs dans les papilles gustatives, vont augmenter leur intensité de la perception et vont augmenter la sécrétion d'hormones de satiété. Donc, la satiété s'installe très rapidement et puis vous allez avoir une prise alimentaire raccourcie. Moins de prise alimentaire veut dire moins d'obésité qui va continuer de diminuer de plus en plus. Donc, nous sommes sur la piste d'un spray contre l'obésité. Vous le savez, ce qu'on fait dans la vie quotidienne, on choisit des régimes alimentaires. Certaines personnes ont fait. Moi, j'avais fait dans le temps. Les régimes alimentaires ne donnent pas des résultats satisfaisants, car ils sont toujours associés à l'effet yo-yo. C'est le problème. Parce qu'il y a 2 vies. La première vie, régime alimentaire, associé à des interdits alimentaires, et deuxième vie, une vie ordinaire, qui vous permet de manger ce que vous voulez, de manger chorizo, pizza, hamburger, cheeseburger, merguez. On vit qu'une seule fois. Parce que dans la vie quotidienne, vous ne pouvez pas refuser à un ami que je ne mange pas ton repas. J'avais un ami, je ne dirais pas de quel pays, c'est pas bien. Il préparait un repas avec l'huile de palme. Est-ce que je dis que ce n'est pas bon pour la santé? Non, c'est un refus par rapport à mon amitié. C'est très bon, c'est délicieux. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, je ferai un petit spray, j'active mes récepteurs, je mangerai le repas de mon ami. Je vous dis, vous mangez ce que vous voulez, pas d'interdit alimentaire, on vit qu'une seule fois, mangez le foie gras, mangez d'autres produits, activez les récepteurs, mangerez moi, et vous aurez le plaisir. La notion de plaisir est importante. Et vous continuez à manger, mais pas beaucoup parce que les récepteurs sont activés. Cette stratégie peut être utilisée pour d'autres fins thérapeutiques. Par exemple, pour combattre l'obésité chez les animaux de compagnie. On peut synthétiser les molécules qui vont mimer le goût de gras pour les animaux de compagnie, pour le chat et le chien, et on va diminuer l'obésité. Donc, vous voyez, ma mère me disait toujours, la tromperie n'est pas bon. Mais si elle était vivante aujourd'hui, elle serait contente. Parce qu'en trompant ses récepteurs, j'ai trouvé une solution pour l'humanité, pour diminuer l'obésité. Merci.